À la cour de l'impératrice Catherine II de Russie, un système spécifique de relations s'était développé, où les favoris combinaient le rôle de personnes proches et de personnalités politiques influentes. Ces personnes proches du trône avaient la possibilité de participer à la discussion de décisions étatiques importantes, de promouvoir certains intérêts et d'influencer les nominations de hauts fonctionnaires. Cependant, contrairement aux favoris qui entouraient les monarques français ou anglais, les favoris russes ne jouissaient pas d'une autonomie absolue dans leurs actions. L'impératrice Catherine II surveillait attentivement leur influence, ne permettant à aucun d'entre eux de se transformer en un dirigeant de l'ombre, contrôlant l'État en coulisses. Dans la tradition politique européenne, le favoritisme avait des racines anciennes. Par exemple, le roi français Louis XIV a élevé ses favorites au rang de conseillères quasi officielles, dont l'opinion avait beaucoup de poids. Madame de Montespan, l'une des favorites de Louis, a activement protégé les ministres et a même contrôlé la distribution des postes gouvernementaux, exerçant une énorme influence sur la politique du personnel. Plus tard, sous le règne de Louis XV, Madame de Pompadour n'a pas simplement influencé, mais s'est directement immiscée dans les négociations internationales et a déterminé qui représenterait la France en tant qu'ambassadeur dans différents pays. En Angleterre, sous le règne d'Élisabeth Ier, ses favoris, tels que Robert Dudley, ont occupé de hauts postes militaires, ont commandé des armées et ont en fait déterminé le cours politique du pays. Catherine II était parfaitement consciente de la mesure dans laquelle les favoris pouvaient à la fois renforcer et affaiblir le pouvoir d'un monarque. Grigori Orlov, l'un de ses favoris, a joué un rôle clé dans son accession au trône et a ensuite acquis une influence considérable. Cependant, lorsqu'il a commencé à faire preuve d'ambitions excessives et à rechercher plus de pouvoir, Catherine l'a écarté sans la moindre hésitation, montrant ainsi qui était le maître à bord. Grigori Potemkin, un autre de ses favoris, s'est avéré être non seulement une personne proche, mais aussi un homme d'État exceptionnel, qui a organisé l'annexion de la Crimée à l'Empire russe, a activement développé les régions du sud du pays, a construit des villes, des ports et a renforcé l'armée. Même après la fin de leurs relations personnelles, Potemkin est resté l'une des figures les plus importantes de la gestion de l'État, son opinion ayant toujours beaucoup de poids. D'autres favoris, tels que Dmitriev Mamonov ou Rimsky-Korsakov, ne possédaient pas de tels talents ni un esprit d'État aussi développé. Ils étaient plutôt des engouements temporaires que l'impératrice utilisait pour se divertir jusqu'à ce qu'ils perdent son intérêt. Les contemporains de Catherine, en particulier les diplomates étrangers, ont souvent surestimé l'influence des favoris, croyant à tort que la Russie était gouvernée par les amants de l'impératrice. En réalité, toutes les décisions clés étaient prises personnellement par Catherine. Si l'un des favoris commençait à faire preuve d'un excès de confiance ou tentait de dépasser les limites autorisées, il était immédiatement éliminé de la scène politique. Les favoris pouvaient promouvoir certaines idées, soutenir certains projets, mais aucun d'entre eux ne dirigeait le pays de manière indépendante. Leur pouvoir et leur influence n'existaient que tant que Catherine jugeait cela utile et nécessaire pour elle-même et pour l'État. Elle ne leur a jamais permis de dicter la politique, mais les a utilisés comme un instrument, les changeant au besoin et en fonction des circonstances. Grigori Orlov entra dans la vie de Catherine à une époque où elle se sentait étrangère et seule à la cour. Elle était arrivée en Russie en tant que princesse allemande de 16 ans, mariée à l'héritier du trône, le futur empereur Pierre III. Cependant, au lieu d'un avenir brillant, elle fut confrontée à l'humiliation et à la solitude. Son mari ne l'aimait pas. Il admirait ouvertement le roi de Prusse Frédéric II, se comportait de manière assez étrange, était passionné par les jeux de soldats et ne cachait même pas ses favorites. Catherine comprit rapidement que sa situation était très précaire. Elle n'avait aucun pouvoir réel, mais restait au centre de l'attention de la cour, chacun de ses pas étant surveillé de près.
La seule façon pour elle de se sauver était de s'allier à des personnes fortes, en qui elle pouvait avoir confiance et sur lesquelles elle pouvait s'appuyer. Grigori Orlov était le contraire de son mari. Grand, large d'épaules, avec des traits de visage masculins, il ne possédait pas les manières raffinées de l'aristocratie, mais se distinguait par sa confiance et son charme naturel. Il n'était pas issu d'une famille noble. Son père était un simple officier d'artillerie. Mais Orlov et ses frères ont fait carrière dans le service militaire. Grigori participa à la guerre de Septance, se montra un officier courageux et audacieux et gagna le respect des soldats. Des rumeurs sur son audace, sa franchise grossière et son succès auprès des femmes circulaient à la cour bien avant que Catherine ne lui prête attention. Leur première rencontre eut probablement lieu lors d'événements officiels, mais ils se rapprochèrent réellement plus tard, lorsque Catherine commença à chercher des alliés parmi les militaires, ceux sur qui l'on pouvait compter dans une situation politique complexe. Elle comprit que si elle ne créait pas un soutien solide autour d'elle, son avenir serait menacé. Le temps passait, l'impératrice Élisabeth Petrovna vieillissait, et à l'approche de sa mort, la probabilité que Pierre III se débarrasse de sa femme immédiatement après le couronnement, en l'envoyant dans un monastère ou ailleurs, augmentait. Catherine savait qu'elle avait deux options: attendre son sort, en se résignant à l'inévitable, ou prendre elle-même son destin en main en commençant à agir. Les rencontres secrètes avec Orlov commencèrent comme une simple attirance, mais se transformèrent très rapidement en quelque chose de beaucoup plus grand, en une alliance solide, fondée sur un intérêt mutuel et un objectif commun. Grigori Orlov était l'une des rares personnes avec lesquelles Catherine pouvait parler de manière absolument honnête et sincère. Il ne lui rappelait pas sa position d'épouse de l'héritier du trône, ne cachait pas son admiration pour son intelligence et sa beauté, n'essayait pas de paraître ce qu'il n'était pas en réalité. À ses côtés, elle se sentait vivante, une vraie femme, libérée des intrigues et des conventions de la cour. Ils se rencontraient en secret dans des endroits isolés du palais, utilisaient des serviteurs de confiance pour transmettre des messages et correspondaient par de courtes notes, en essayant de ne pas attirer l'attention. Catherine prenait un risque énorme en entretenant cette relation, mais chaque jour, elle était de plus en plus convaincue qu'Orlov n'était pas seulement un amant, mais un homme capable de la protéger en cas de besoin. Elle n'avait pas seulement besoin d'un intérêt romantique, mais aussi d'un allié fidèle, sur lequel elle pouvait compter dans la lutte pour le pouvoir. Orlov connaissait bien l'armée, avait des liens solides parmi les officiers de la garde et pouvait les attirer de son côté, ce qui était extrêmement important pour la réalisation de ses plans. Catherine avait sans aucun doute le don de charmer les gens et de les convaincre de son bon droit, mais pour accomplir un coup d'État, il fallait non seulement des mots, mais aussi des soldats prêts à prendre les armes contre l'empereur légitime. C'était Orlov et ses frères qui devaient devenir son principal soutien dans cette affaire. Leur rencontre a véritablement changé le cours de l'histoire russe. Sans Orlov, Catherine serait peut-être restée une épouse malheureuse et oubliée de Pierre III, dont le sort dépendrait entièrement de son humeur et de ses caprices. La nuit du 25 au 26 juin 1762 aurait pu être la dernière de la vie de Catherine. À ce moment-là, le sort non seulement d'elle, mais de toute la Russie était en jeu. Tout se passait dans les couloirs sombres du palais, dans les chuchotements des conspirateurs et dans les murs froids des casernes. Le succès de l'entreprise dépendait de la rapidité, de la détermination et de la volonté de risquer tout ce qu'ils avaient. Catherine dormait très mal, elle faisait des cauchemars, lorsqu'Alexis Orlov, l'un des frères de Grigori, fit irruption dans ses appartements. Son visage était tendu et sa voix était sèche et saccadée. « C'est maintenant ou jamais. Il n'y a plus de temps. » Catherine se leva instantanément de son lit. Son cœur battait la chamade, comme si elle entendait déjà sa sentence de mort. Elle n'y était pas préparée, du moins c'est ce qu'il lui sembla dans un premier temps. En simple chemise de nuit, les cheveux ébouriffés,
Elle resta figée un instant, complètement pétrifiée. Mais ce n'est pas la peur qui la paralysa à ce moment-là, mais la prise de conscience que cet instant allait soit faire d'elle l'impératrice de toute la Russie, soit la perdre à jamais. Surmontant sa peur et ses doutes, pieds nus sur le sol froid, elle s'approcha de la porte. Alexis la pressait, la tirait par la main, lui ordonnait de ne pas perdre une minute. Grigori Orlov l'attendait déjà en bas. Une calèche était garée devant le palais. Les chevaux trépignaient d'impatience, hennissant et piétinant. Ils montèrent rapidement dans la calèche et s'élancèrent à travers le Saint-Pétersbourg nocturne vers l'endroit où le sort du pays devait se jouer. Les casernes des régiments Preobrazhensky et Izmaïlovski, des unités d'élite de la garde. Tout dépendait de la façon dont les soldats se comporteraient, s'ils la croiraient, s'ils la reconnaîtraient comme leur nouvelle dirigeante et s'ils accepteraient de lui prêter serment de fidélité. Les Orlov avaient mené activement un travail préparatoire au sein de la garde, convainquant les soldats de la nécessité d'un changement. Catherine était déjà appelée mère par beaucoup, qui lui témoignaient ouvertement leur sympathie. Mais la sympathie est une chose, et la trahison du tsar en exercice, le dirigeant légitime du pays, en est une autre. La calèche s'arrêta, Catherine en sortit, jetant un manteau de soldat par-dessus sa chemise de nuit pour se réchauffer un peu. Ses cheveux étaient ébouriffés, mais son maintien respirait la confiance et la détermination. Quelques instants de silence lui parurent une éternité. Le temps semblait s'être arrêté. Elle leva la tête et fit un pas en avant. Les soldats la regardaient, retenant leur souffle. Puis le premier officier s'agenouilla, lui témoignant son respect. Il fut suivi par le deuxième. Et voilà que toute la caserne retentit de voix. « Vive l'impératrice Catherine !» On la revêt rapidement d'un uniforme du régiment Preobrazhensky, on lui ceint un sabre et elle monte à cheval. Désormais, ce n'est plus une femme effrayée en chemise de nuit, mais le commandant en chef de l'armée, prêt à entraîner les troupes derrière elle. Elle galope à la tête de la garde vers le bâtiment du Sénat, et Grigori Orlov la suit de près, comme un bouclier et une épée fidèle. Dès le matin, tout Saint-Pétersbourg apprendra que la Russie a un nouveau dirigeant. Pierre III perdit son trône avant même de comprendre ce qui se passait. Grigori Orlov sauva sans aucun doute Catherine, mais cela ne fit pas de lui son égal pour autant. Il espérait que le coup d'État qui avait fait d'elle une impératrice lui apporterait non seulement des titres et des richesses, mais aussi le statut officiel de mari de la souveraine, qu'il deviendrait empereur consort. Catherine, bien qu'elle lui soit immensément reconnaissante, n'a jamais sérieusement envisagé cette option. Elle comprenait parfaitement qu'un mariage avec Orlov signifierait un partage du pouvoir, et elle n'avait pas l'intention de partager son trône avec qui que ce soit, pas même avec celui qui l'avait aidé à l'occuper. Après le coup d'État, Orlov resta son favori le plus proche et joua un rôle considérable à la cour. Non seulement il reçut le titre de comte et d'immenses domaines, mais il devint en fait le chef du gouvernement. C'est à son initiative que, dans les premières années du règne de Catherine, une importante réforme judiciaire fut menée, que la torture fut abolie lors des interrogatoires et que les travaux commencèrent à la création d'un nouveau code de loi visant à moderniser la législation russe. Grigori Orlov était l'un des principaux partisans de la politique d'absolutisme éclairé, que Catherine promouvait si activement, mais, en réalité, il n'était pas un homme politique au sens propre du terme. Trop direct, impétueux et impulsif, il ne savait pas élaborer des combinaisons complexes à long terme, ni tisser les intrigues qui animaient la haute société de l'époque. Alors que Catherine menait des jeux diplomatiques complexes, concluait des alliances avantageuses et attirait à sa cour les meilleurs penseurs d'Europe, Orlov préférait résoudre tous les problèmes par la force brute, sans reculer devant aucun moyen. Cette approche était très efficace sur le champ de bataille, mais totalement inacceptable à la cour, où l'on appréciait la subtilité, la diplomatie et la capacité à naviguer entre les différents groupements.
Un jour, lors d'une énième conversation franche sur l'avenir, Orlov la regarda d'un air inquisiteur et lui dit avec l'assurance d'un homme habitué à toujours obtenir ce qu'il veut. « Je t'ai sauvé, donc tu es à moi. » Catherine leva lentement les yeux sur lui et un éclair d'acier brilla dans son regard. « Non, Grisha. » Sa voix était ferme et ne souffrait aucune contestation. « Tu as sauvé la Russie. Et moi, j'en suis la maîtresse. » Il voulut protester et exprimer tout ce qu'il avait accumulé dans son cœur, mais à son ton et à son regard, il comprit que tout était déjà décidé et que son opinion n'intéressait plus personne. Elle ne se contenta pas de lui refuser le mariage, elle lui fit clairement comprendre que son rôle dans sa vie était terminé et qu'il était temps pour lui de se retirer dans l'ombre. Afin d'apaiser quelque peu la rupture et d'adoucir le coup, Catherine lui offrit l'un des bâtiments les plus somptueux de Saint-Pétersbourg, le magnifique palais de marbre, construit spécialement pour lui selon les dernières tendances architecturales. C'était une généreuse récompense pour sa fidélité et son dévouement, mais en même temps, un cadeau d'adieu, symbolisant la fin de leur relation. Il comprenait parfaitement que l'impératrice ne le regardait plus avec le même intérêt qu'avant. Progressivement, un détachement et une froideur s'installèrent entre eux. Catherine commença à s'entourer de nouvelles personnes. Son attention était entièrement focalisée sur les affaires de l'État, sur les réformes, la politique intérieure et la gestion d'un immense pays. Orlov, quant à lui, se rendait de plus en plus souvent dans ces domaines à la campagne, s'adonnait à la chasse et à des beuveries effrénées avec ses amis, mais au fond de lui, il sentait qu'il avait perdu cette partie. En 1769, il fit une dernière tentative désespérée pour regagner ses faveurs et reconquérir son cœur. Il offrit à Catherine en cadeau le légendaire étalon trotteur Orlov, un magnifique cheval blanc d'une rare beauté qui devint par la suite le fondateur de la célèbre race des trotteurs Orlov, la fierté de la Russie. Mais même ce geste généreux et réfléchi ne put changer sa décision. À ce moment-là, Catherine s'était tellement refroidie à son égard qu'elle l'envoya en mission diplomatique en Europe, lui confiant la résolution de questions secondaires. Ce n'était qu'un prétexte formel pour l'éloigner du palais et le faire disparaître de sa vue. Orlov revint d'Europe, mais il se sentait déjà étranger et inutile dans l'entourage de la nouvelle impératrice qui s'éloignait de plus en plus de lui. En 1772, un événement tragique se produisit qui brisa définitivement son esprit. Sa femme, Ekaterina Nikolaïevna Zinovieva, qu'il avait épousée après sa rupture avec l'impératrice pour panser ses blessures émotionnelles, mourut. Orlov vécut très mal sa mort, se replia sur lui-même, cessa de communiquer avec ses amis et se retira définitivement des affaires politiques, sombrant dans une profonde dépression. Catherine lui assura une vieillesse digne. Il conserva son immense richesse et tous ses titres, mais jusqu'à la fin de sa vie, il ne resta que l'ombre de l'homme qui avait autrefois dirigé le destin de la Russie et qui était le favori tout-puissant de l'impératrice. Il mourut en 1783, étant devenu peu intéressant pour beaucoup et presque oublié. Elle l'avait rendu grand, mais elle l'avait aussi détruit, lui brisant le cœur et ruinant sa vie. Un autre favori important de Catherine fut Stanislas Poniatowski, un homme qui, au début, lui avait semblé être le destin lui-même, puis était devenu l'une de ses plus grandes erreurs et déceptions. Leur romance n'était pas qu'une passion passagère, elle était étroitement liée à sa lutte pour le pouvoir et pour l'avenir, à ses rêves et à son espoir de trouver un allié fidèle qui resterait avec elle pour toujours. Mais le temps montra que Poniatowski n'était pas du tout l'homme qu'elle imaginait, et que ses espoirs ne devaient pas se réaliser. Leur relation commença en 1756, alors que Catherine était encore l'épouse de l'héritier du trône, Piotr Fyodorovitch. Jeune, intelligente, pleine d'ambition, mais solitaire et entourée de la méfiance de la cour,
Elle cherchait désespérément une personne qui la comprenne et la soutienne dans tout. Et il lui sembla qu'elle l'avait trouvé en la personne de Stanislas Poniatowski. Stanislas était un noble Polonais, représentant d'une ancienne, mais pas trop puissante famille aristocratique. Il était venu en Russie au sein de l'ambassade polonaise, mais devint rapidement un proche de l'ambassadeur anglais Charles Williams, qui jouissait d'une grande influence à la cour russe. C'est par l'intermédiaire de l'ambassadeur anglais que Catherine fit la connaissance de Poniatowski. Il était beau, raffiné, instruit, connaissait parfaitement la politique et la philosophie, et savait être doux, attentif et courtois. Face à son mari grossier, mal élevé et froid, il lui semblait être l'idéal masculin, l'incarnation de tous ses rêves de jeune fille. Leur romance éclata très vite, comme une étincelle dans l'herbe sèche. Catherine trouvait en lui non seulement du réconfort, mais aussi le soutien moral dont elle avait tant besoin. Ils se rencontraient en secret, s'envoyaient de tendres lettres, pleines d'amour et d'espoir, rêvaient d'un avenir où ils seraient ensemble et heureux. Un soir, alors que Poniatowski s'était faufilé en secret dans ses appartements par un passage dérobé, il se pencha tendrement vers elle, lui toucha la main et murmura « Tu sens le jasmin ». Elle sourit doucement en retour, le regarda d'un long regard pénétrant et répondit doucement « Et toi, tu sens la Russie ». Ces mots étaient bien plus qu'une simple phrase romantique. Ils parlaient de prédestination, de destin, du fait que leur lien dépassait déjà de loin le simple sentiment personnel et pouvait jouer un rôle important dans l'avenir. Catherine pressentait que sa vie changerait radicalement tôt ou tard, et elle croyait sincèrement que Poniatowski serait à ses côtés, la soutenant dans toutes ses entreprises. Cependant, leur romance tumultueuse ne resta pas un secret pour les autres. À la cour, des rumeurs couraient selon lesquelles le jeune aristocrate polonais était trop souvent en compagnie de la grande duchesse et jouissait de sa faveur particulière. L'impératrice Élisabeth Petrovna, bien qu'elle en fût au courant, préférait ne pas s'en mêler, mais de nombreux courtisans chuchotaient derrière le dos de Catherine qu'elle attendait un enfant, et que le père pourrait ne pas être son époux légitime, Piotr Fyodorovitch, mais Stanislas Poniatowski. En 1757, Catherine donna naissance à une fille, Anna, qui, malheureusement, mourut en bas âge, mais les controverses et les commérages sur sa véritable origine ne cessèrent pas pendant longtemps. Après la mort de l'impératrice Élisabeth Petrovna, la situation de Catherine à la cour devint encore plus complexe et incertaine. Piotr Fyodorovitch, devenu l'empereur Pierre III, ne faisait absolument pas confiance à sa femme et pouvait très bien utiliser sa liaison avec Poniatowski comme un prétexte commode pour divorcer et l'écarter de la scène politique. En 1758, il donna l'ordre direct à Stanislas Poniatowski de quitter immédiatement le territoire russe. Catherine lui fit ses adieux en larmes, mais promit fermement que leurs chemins se croiseraient encore à l'avenir. Malgré la séparation, leur correspondance se poursuivit même après le départ de Poniatowski. Catherine lui écrivait en détail sur sa lutte désespérée pour le pouvoir, sur la façon dont elle se préparait pas à pas au changement futur et élaborait des plans pour l'avenir. Poniatowski retourna en Pologne, mais leur destin était encore étroitement lié et ils allaient se revoir. Quelques années plus tard, alors que Catherine était elle-même devenue impératrice, elle n'oublia pas un seul instant son bien-aimé. En 1764, avec son soutien actif et son intervention directe, il fut élu roi de Pologne. Catherine pensa alors qu'il s'agissait d'un nouveau chapitre de leur histoire commune, qu'il gouvernerait le pays avec autant de sagesse et de détermination qu'elle, avec des ambitions et des plans à long terme. Mais elle comprit bientôt que Poniatowski n'était pas du tout l'homme qu'elle avait cru. Il s'avéra être un dirigeant trop doux, hésitant et faible,
qui dépendait entièrement du soutien politique et financier de la Russie et était totalement incapable de conserver le pouvoir dans le pays par ses propres moyens. L'amour, qui avait autrefois semblé à Catherine un salut et le seul espoir de bonheur, s'est transformé avec le temps en une grave erreur politique. Elle l'a fait roi, mais elle s'est très vite rendu compte qu'il n'était absolument pas fait pour le pouvoir et qu'il était incapable de diriger efficacement un État. Stanislas Poniatowski est devenu roi de Pologne uniquement grâce au soutien de Catherine, et dès le début, son pouvoir a entièrement dépendu de la Russie. En 1764, après la mort du roi polonais Auguste III, le trône de la République des deux nations s'est retrouvé vacant, et une lutte pour le pouvoir a commencé entre différents groupements politiques. Catherine était parfaitement consciente que la Pologne devait rester sous son contrôle, et elle n'avait tout simplement pas de meilleur candidat que Stanislas Poniatowski. Il n'avait pas d'alliés puissants, ne possédait pas une autorité militaire suffisante, et surtout, n'était pas assez fort et indépendant pour gouverner la Pologne sans son aide et son soutien constant. Les troupes russes furent introduites sur le territoire polonais, exerçant une pression sur la noblesse locale, tandis que les magnats corrompus par les agents russes soutenaient activement la candidature de Stanislas. Catherine utilisa toute son influence diplomatique et sa force militaire pour assurer son élection sur le trône polonais. En conséquence, en septembre 1764, il fut officiellement proclamé roi de Pologne. Mais sa couronne n'était qu'un symbole, dépourvu de pouvoir réel. La diète polonaise, composée de nobles capricieux, ne le prenait absolument pas au sérieux, et les magnats puissants continuaient de lui dicter leurs conditions et de poursuivre leurs propres intérêts. Ils souhaitaient sincèrement réformer le pays, renforcer le pouvoir du roi, affaiblir l'influence de la noblesse et limiter ses nombreux privilèges. Mais toutes ces bonnes intentions et ces tentatives de réforme se heurtaient à une résistance acharnée de l'aristocratie polonaise. Catherine soutint d'abord ses idées réformatrices, mais seulement jusqu'à ce qu'elles ne commencent à menacer l'influence russe dans la région. Lorsqu'il proposa de modifier le système électoral obsolète en Pologne, de limiter les droits des magnats et de créer un gouvernement central fort, Catherine se distancia immédiatement de lui et fit comprendre qu'elle ne tolérerait jamais l'existence d'une Pologne indépendante et forte, capable de mener sa propre politique. En 1768, un soulèvement à grande échelle de la Confédération de Bar éclata en Pologne, une alliance de nobles farouchement opposés à l'ingérence russe dans les affaires intérieures du pays. Poniatowski se retrouva pris entre deux feux. D'une part, il ne pouvait pas faire face aux rebelles insurgés sans l'aide de Catherine. D'autre part, le soutien militaire et politique constant de la Russie le rendait encore plus dépendant d'elle et sapait son autorité aux yeux des Polonais. Les troupes russes réprimèrent brutalement le soulèvement, mais après cela, la Pologne ne pouvait plus être considérée comme un État indépendant, elle s'était en fait transformée en protectorat russe. En 1772 eut lieu le premier partage de la Pologne. La Russie, la Prusse et l'Autriche, poursuivant leurs propres intérêts géopolitiques, se mirent d'accord et amputèrent de vastes territoires de la République des deux nations. La Pologne perdait rapidement son influence en Europe et son roi se transformait en une marionnette impuissante entre les mains des grandes puissances. Poniatowski tenta désespérément de résister, écrivit des lettres larmoyantes à Catherine, la suppliant de préserver l'intégrité de la Pologne, mais elle lui répondait de manière de plus en plus froide et évasive. Il nourrissait encore un faible espoir qu'il restait des sentiments chaleureux entre eux, mais Catherine ne le considérait plus depuis longtemps comme un homme et un politicien son égal. En 1790, après une nouvelle crise politique en Pologne, Catherine lui envoya une courte lettre. Elle était sèche, officielle et dépourvue des mots et expressions chaleureux auxquels il était habitué. « Tu n'es plus mon roi », écrivit-elle laconiquement, mettant un terme à leur relation de longue date. En 1792 eut lieu le deuxième partage de la Pologne.
La Russie et la Prusse amputèrent à la Pologne encore plus de territoire, et Poniatowski lui-même fut contraint de signer l'humiliant Sejm de Grodno, reconnaissant de facto que la Pologne n'avait plus le droit à l'indépendance et était un vassal de l'Empire russe. Il se tourna à nouveau vers Catherine pour obtenir de l'aide, lui écrivit des lettres, proposa diverses options pour sauver l'État, mais elle ne considérait plus cela comme son affaire depuis longtemps et n'allait pas s'immiscer dans les événements en cours. En 1794 éclata le soulèvement dirigé par Tadeusz Kościuszko, qui devint la dernière tentative désespérée des Polonais de sauver leur pays de la destruction totale. Catherine répondit à ce soulèvement avec toute sa cruauté. Les troupes russes entrèrent dans Varsovie, réprimèrent le soulèvement, et en 1795, la Pologne cessa définitivement d'exister en tant qu'État indépendant. Stanislas Poniatowski signa l'acte d'abdication du trône et devint le dernier roi d'un pays disparu de la carte de l'Europe. Catherine l'envoya en exil à Grodno, où il vécut plusieurs années sous la surveillance constante d'officiers russes. Il ne lui écrivit plus jamais, comprenant que leur lien était définitivement rompu. En 1796, Catherine mourut, et 2 ans plus tard, en 1798, Stanislas Poniatowski mourut à son tour, accablé de chagrin et de désillusion. Grigori Potemkin fut peut-être l'une des personnes les plus influentes et les plus importantes à la cour de l'impératrice Catherine II. Contrairement à de nombreux autres favoris, il n'était pas seulement dans l'intimité personnelle de l'impératrice, mais participait également très activement à la gestion de l'immense État, s'occupant de politique, d'affaires militaires, d'économie et de développement de nouveaux territoires. Sa contribution au développement et au renforcement de l'Empire russe fut si importante que de nombreux historiens le considèrent non pas simplement comme un favori, mais comme un co-dirigeant de Catherine, un homme qui, à bien des égards, déterminait le cours politique du pays. Leur première rencontre eut lieu lors du coup d'État de 1762, lorsque Potemkin était un jeune officier de la garde et participa activement au renversement de l'empereur Pierre III. À ce moment-là, Catherine ne lui prêta pas beaucoup d'attention, mais il s'était déjà montré comme une personne avec de grandes ambitions et une fidélité inébranlable au nouveau pouvoir. Après le coup d'État, Potemkin fut promu, mais se retira dans l'ombre pendant plusieurs années, s'occupant de ses affaires et ne recherchant pas la publicité. Sa véritable ascension commença en 1769, lorsqu'il revint à la cour et réussit à attirer l'attention de Catherine par son esprit vif, son humour pétillant et sa pensée stratégique hors du commun. Il était non seulement un chef militaire talentueux, mais aussi un excellent organisateur, capable de résoudre rapidement et efficacement des questions administratives complexes. C'est à cette période que commença leur rapprochement étroit et qu'une romance tumultueuse s'ensuivit. Potemkin prit très rapidement du poids politique et de l'influence à la cour. En 1770, il reçut le grade de général-major. En 1774, il se distingua particulièrement pendant la guerre russo-turque, dirigeant habilement la cavalerie et participant aux opérations militaires les plus importantes. Pour son courage et son héroïsme, il fut décoré de l'ordre militaire suprême de Saint-Georges. Catherine voyait en lui un homme qui non seulement savait faire la guerre avec succès, mais qui avait également le talent de gérer efficacement de vastes territoires et de prendre des décisions responsables d'une importance capitale pour l'État. En 1775, Potemkin reçut l'un des postes les plus importants et les plus responsables de l'Empire, celui de gouverneur général de Nouvelle-Russie. Il se retrouva à la tête d'un immense territoire, comprenant les régions méridionales actuelles de la Russie et de l'Ukraine. Il y déploya un travail à grande échelle pour peupler ces terres, construire de nouvelles villes, des routes et développer les infrastructures. C'est à son initiative que furent fondées des villes importantes telles que Kherson, Nikolaïev et Yekaterinoslav, aujourd'hui Dnipro. En 1783,
Catherine confia à Potemkine la gestion de la Crimée, qui venait d'être annexée à la Russie après la victoire dans la guerre russo-turque. Ce fut son projet le plus important et le plus vaste, nécessitant d'énormes efforts et ressources. Potemkine comprit parfaitement que la Crimée était une région d'importance stratégique, qu'il fallait renforcer, peupler et intégrer à l'Empire russe. Il organisa la réinstallation en Crimée de familles russes, ukrainiennes, grecques et arméniennes, construisit des routes, des forteresses, des ports et développa l'agriculture. C'est lui qui fonda la ville de Sébastopol, qui devint rapidement la principale base de la flotte russe de la mer Noire. En 1787, Catherine entreprit un célèbre voyage en Crimée, au cours duquel Potemkine lui montra les fruits impressionnants de son travail inlassable. La légende des soi-disant villages Potemkine, prétendument construits pour créer une apparence de prospérité de la région et tromper l'impératrice, est en grande partie exagérée et ne correspond pas à la réalité. En fait, Potemkine mena effectivement des travaux à grande échelle pour le développement de la Crimée, mais afin d'impressionner encore plus Catherine, il organisa des scènes mises en scène avec des villages soi-disant prospères et des habitants locaux heureux, afin de lui montrer comment la région s'était transformée sous son administration. L'un des projets les plus ambitieux et les plus grandioses de Potemkine fut le soi-disant projet grec. Il rêvait passionnément d'organiser une campagne à grande échelle sur Constantinople, planifiait la restauration de l'Empire byzantin sous le protectorat de la Russie et caressait même l'idée de placer sur le trône impérial byzantin l'un des héritiers russes. C'est à son initiative que la Russie se préparait activement à une offensive à grande échelle contre l'Empire ottoman, créant une flotte puissante et renforçant les frontières méridionales de l'État. Il existe également une version selon laquelle, en 1770, Catherine et Potemkine se sont mariés secrètement, scellant leur union non seulement par des liens politiques, mais aussi spirituels. Bien qu'il n'existe pas de preuves directes et irréfutables de ce fait, leur correspondance personnelle et leur style de communication indiquent que leur relation était beaucoup plus profonde et sérieuse qu'une simple liaison amoureuse. Catherine l'appelait souvent dans ses lettres « mon ami, mon mari », et Potemkine, à son tour, s'adressait à elle comme à son épouse, ce qui confirme également indirectement la thèse d'un mariage secret. Malgré son immense influence et sa proximité avec l'impératrice, au fil du temps, Potemkine se retrouva de plus en plus souvent loin de la cour, s'occupant d'importantes affaires militaires et administratives en Nouvelle-Russie et en Crimée. En 1791, il partit négocier avec l'Empire ottoman afin de conclure une paix avantageuse pour la Russie, mais tomba soudainement malade en chemin. En octobre de cette même année, il décéda, probablement des suites du paludisme ou d'une crise cardiaque soudaine. Grigori Potemkine fut peut-être le seul favori de Catherine II qui, après avoir perdu son statut d'amant, non seulement conserva son influence, mais continua à diriger d'importants projets d'État d'une importance stratégique pour la Russie. Contrairement à la plupart des autres favoris, qui étaient généralement écartés du pouvoir et envoyés en exil honorifique après leur rupture avec l'impératrice, Potemkine resta l'une des figures clés de l'Empire, déterminant sa politique intérieure et étrangère. Leur relation reposait non seulement sur des sentiments personnels et une sympathie mutuelle, mais aussi sur une stratégie politique commune visant à renforcer la puissance de la Russie. C'est pourquoi, même après l'extinction de leur liaison romantique, Catherine ne pouvait se permettre de perdre un homme d'État aussi précieux et expérimenté. Avec le temps, leur intimité personnelle s'est progressivement affaiblie et leur correspondance est devenue plus rare et plus formelle. Catherine lui écrivait de moins en moins de lettres chaleureuses et Potemkine passait de plus en plus de temps loin de la cour, à s'occuper des affaires de l'État et à résoudre des problèmes importants. Mais son influence politique et son autorité dans le pays ne diminuèrent en rien. Il continua à mener des réformes à grande échelle en Nouvelle-Russie, développa la flotte de la mer Noire, créa des fortifications stratégiques aux frontières sud de la Russie,
se préparant à d'éventuels conflits avec la Turquie et d'autres puissances. Malgré le mécontentement croissant des courtisans face à ses ambitions excessives et à ses énormes dépenses publiques, Catherine n'interféra pas dans ses activités, consciente de son caractère exceptionnel et de son indispensabilité pour l'État. Après sa rupture officielle avec Catherine, Potemkine se concentra exclusivement sur les affaires militaires et administratives. En 1787 commença une nouvelle guerre russo-turque, et c'est Potemkine qui prit la tête du front sud, devenant le commandant en chef de toutes les troupes russes dans la région. Sous son commandement se trouvaient l'armée, la flotte et toutes les fortifications défensives de toute la côte de la mer Noire. En décembre 1788, ses troupes prirent la forteresse turque d'Ochakov après plusieurs mois d'un siège acharné. Ce triomphe renforça considérablement l'influence russe sur la mer Noire et fut le plus grand succès de Potemkine en tant que chef militaire et stratège talentueux. Potemkine joua également un rôle clé dans la gestion des nouveaux territoires annexés à la Russie à la suite des guerres russo-turques. Il élabora personnellement des plans pour leur peuplement, créa des structures administratives, renforça les installations militaires d'importance stratégique et s'occupa du développement économique de ces régions. Sur son initiative, des villes importantes comme Tiraspol et Simferopol furent fondées, devenant d'importants centres de commerce et de présence militaire russe dans le sud. Il lança un programme gouvernemental à grande échelle de réinstallation dans le sud de la Russie, attirant des paysans, des artisans et des cosaques pour mettre en valeur de nouvelles terres et développer l'agriculture. Après la fin de la guerre, il s'occupa activement de la mise en œuvre du projet d'Y. Dans le cadre de ce projet, des stratégies détaillées étaient élaborées pour établir le contrôle total de la Russie sur Constantinople et restaurer l'Empire byzantin sous le patronage de la dynastie des Romanov. Ce projet comprenait la préparation de troupes russo-grecques pour une marche conjointe dans les Balkans, une interaction diplomatique active avec les puissances européennes afin d'obtenir leur soutien, ainsi que l'élaboration de plans militaires détaillés pour la capture de territoires stratégiquement importants de l'Empire ottoman. Il supervisait personnellement le renforcement de la flotte de la mer Noire, l'élaboration d'une stratégie d'attaque contre l'Empire ottoman et la formation d'alliances militaires avec les peuples des Balkans, qui aspiraient à se libérer de la domination turque. Cependant, Catherine comprenait parfaitement que la mise en œuvre de ce projet ambitieux nécessiterait d'énormes ressources financières et pourrait provoquer un conflit militaire majeur avec les pays occidentaux qui n'étaient pas intéressés par le renforcement de l'influence russe dans la région. C'est pourquoi elle ne se précipita pas pour le mettre en œuvre immédiatement, préférant agir avec prudence et progressivement. Malgré la rupture de sa relation personnelle avec Catherine, Potemkine resta jusqu'à la fin de sa vie une figure politique essentielle de l'Empire russe, exerçant une énorme influence sur la prise de décisions clés. Même après l'arrivée de nouveaux favoris, son influence politique ne diminua en rien. Catherine continua à lui confier la résolution des questions clés de politique étrangère et de stratégie militaire, comprenant qu'il n'avait pas d'égal dans ces domaines. Il se rendait rarement à la cour, préférant rester à l'écart des intrigues et des commérages, mais ses décrets et ses ordres étaient exécutés par tous les fonctionnaires avec la même précision rigoureuse que s'ils émanaient de l'impératrice elle-même. En 1791, Potemkine se rendit dans la ville de Iassi pour mener des négociations de paix avec l'Empire ottoman, cherchant à conclure un traité de paix avantageux pour la Russie qui consoliderait son influence dans la région. À ce moment-là, il souffrait de graves problèmes de santé causés par des maladies chroniques. De longues campagnes militaires, une tension nerveuse constante, une charge de travail énorme et un mode de vie malsain avaient fortement sapé ses forces et affaibli son organisme. À l'automne de cette même année, lors d'un voyage épuisant entre la Bessarabie et Iassi, il sentit une nette détérioration de son état. Il devint évident que sa maladie progressait.
Descendu de la calèche, il ne put poursuivre son chemin. Il se sentit très mal et mourut peu après dans les bras de ses fidèles serviteurs. Selon l'une des versions les plus répandues, la cause directe de sa mort fut le paludisme, qu'il avait contracté dans les régions du sud de la Russie. Selon une autre, il s'agirait d'une crise cardiaque soudaine causée par la fatigue et la tension nerveuse. La nouvelle de sa mort soudaine frappa Catherine comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Bien qu'elle ait eu d'autres favoris à ce moment-là, aucun d'entre eux ne pouvait se comparer à Potemkine en termes d'ampleur de son influence, d'intelligence, de talent et du rôle énorme qu'il avait joué dans sa vie et son règne. Elle n'organisa pas de cérémonie funéraire somptueuse et ne pleura pas publiquement sa disparition, mais dans ses lettres privées à ses amis proches et à sa famille, elle se souvint de lui avec une chaleur et une gratitude sincères. Après sa mort, il ne resta plus personne à la cour qui jouissait d'une position aussi exceptionnelle et de la confiance de l'impératrice. Potemkine resta à jamais dans l'histoire de la Russie comme le seul favori de Catherine qui non seulement conserva le pouvoir et l'influence après la rupture de sa relation personnelle avec l'impératrice, mais continua à gérer avec succès les processus d'État les plus importants, même en étant loin d'elle. Alexandre Dmitriev Mamonov devint le favori de Catherine II, à une période de sa vie où les relations personnelles avec ses proches perdaient de plus en plus leur signification politique et se transformaient davantage en un agréable passe-temps qu'en un moyen de gouverner l'État. Contrairement à Grigori Orlov, qui l'aida à monter sur le trône et à réaliser un coup d'État, ou à Grigori Potemkine, qui dirigea la mise en valeur des territoires du Sud et mena d'importantes campagnes militaires, Mamonov ne possédait absolument aucun talent d'État ou militaire exceptionnel. Ses principaux atouts étaient sa jeunesse, son apparence attrayante, ses manières agréables et sa capacité à se comporter à la cour, divertissant l'impératrice et lui mettant de bonne humeur. Au cours des dernières années du règne de Catherine, ses favoris ne devinrent plus ses compagnons politiques et ses conseillers, comme ce fut le cas dans les premières décennies de son règne, mais jouèrent le rôle de compagnons personnels, agrémentant ses loisirs et créant une atmosphère de légèreté et de divertissement insouciant. Alexandre Dmitriev Mamonov était issu d'une ancienne famille noble, connue depuis le XVIe siècle. Sa famille faisait partie des familles aristocratiques de souche, mais pas les plus influentes de Russie. Cependant, lui-même, avant son ascension soudaine, n'avait joué aucun rôle notable à la cour et n'avait occupé aucun poste élevé dans l'État. Il commença son service dans le régiment Preobrazhensky, traditionnellement considéré comme une unité d'élite de la garde russe, d'où sortaient souvent les proches des monarques et occupait des postes importants dans l'État. Dans la garde, il acquit la réputation d'un jeune homme affable, courtois et attrayant, ce qui joua un rôle clé dans son ascension future à la cour. En 1786, Catherine attira son attention, et bientôt une romance passionnée se noua entre eux. En 1787, il devint son favori officiel, et sa carrière monta en flèche. Comme cela se produisait généralement avec la plupart des favoris de Catherine, elle le combla généreusement de diverses faveurs, récompenses et postes élevés. Il reçut le rang élevé d'aide de camp général, bien qu'il n'ait aucune expérience militaire réelle et n'ait jamais participé à des opérations de combat. Il fut anobli et devint un riche propriétaire terrien, recevant de vastes terres avec des milliers de serfs. L'ascension si rapide et imméritée de Mamonov suscita le mécontentement et l'envie à la cour. Contrairement aux précédents favoris de Catherine, qui ont apporté une contribution significative au renforcement du pouvoir russe et ont exercé une réelle influence sur la politique de l'État, Mamonov ne montra ni le moindre intérêt, ni la moindre capacité à gérer les affaires de l'État. Il ne participa absolument pas aux discussions politiques, ne s'immisça pas dans les questions de réforme et de politique étrangère, et n'aspira pas à étendre son influence personnelle à la cour.
Cela le différenciait radicalement de Potemkin, qui, après la fin de sa relation personnelle avec Catherine, conserva un pouvoir énorme et continua à jouer un rôle de premier plan dans la gestion d'un immense empire. Malgré les hauts grades militaires qui lui furent attribués, son service dans l'armée était une pure formalité. Il ne participa jamais à des opérations de combat, ne commanda pas de troupes et n'eut aucun mérite réel qui aurait pu justifier une ascension aussi fulgurante. Toute sa position reposait exclusivement sur l'attachement personnel de Catherine, qui aimait passer du temps en sa compagnie et écouter ses discours flatteurs. À la cour, il était perçu davantage comme un jeune homme beau et chanceux, qui s'était simplement trouvé au bon endroit au bon moment, que comme une figure politique sérieuse, capable d'exercer une quelconque influence sur le cours des affaires de l'État. Les diplomates européens, constamment présents à la cour russe, rapportaient régulièrement à leur capitale que le nouveau favori de l'impératrice n'exerçait aucune influence sur les affaires de l'État et ne participait pas aux décisions politiques importantes. Dans la correspondance des ambassadeurs étrangers, on trouvait souvent des mentions selon lesquelles il était entièrement absorbé par son rôle de compagnon de Catherine, se contentant de la divertir par ses conversations et ses bons mots, sans s'immiscer dans les questions sérieuses. Cependant, malgré les nombreuses discussions et les remarques critiques, Catherine continuait de lui témoigner sa faveur et de lui accorder beaucoup d'attention. Pour elle, il était une sorte de symbole de jeunesse, de légèreté et de liberté par rapport aux nombreux soucis et problèmes qui ne cessaient de s'accumuler à mesure qu'elle vieillissait et que la situation internationale se compliquait. Contrairement à ses anciens favoris, Mamonov n'essayait pas d'influencer ses décisions, ne la contredisait pas sur les questions politiques, ne défendait pas les intérêts de ses partisans, mais se contentait de profiter de sa position élevée à la cour, y trouvant plaisir et avantages matériels. Bien que son ascension semblât très rapide et vertigineuse, sa situation à la cour restait extrêmement précaire et dépendait exclusivement de l'humeur de l'impératrice. Contrairement aux favoris qui avaient su consolider leur pouvoir en servant fidèlement l'État et en réalisant d'importants projets politiques, Mamonov dépendait exclusivement de la faveur personnelle de Catherine et n'avait aucune autre source d'influence. Il n'avait ni alliés politiques influents, ni pouvoir réel en dehors du palais. Le moindre changement d'humeur de l'impératrice pouvait entraîner sa chute immédiate, car, contrairement à Orlov ou Potemkin, il ne possédait ni sa propre armée, ni un vaste réseau de protecteurs et de partisans. Alexandre Dmitriev Mamonov, qui semblait être un favori inébranlable de l'impératrice Catherine II, est entré dans l'histoire non pas grâce à ses mérites au service de l'État, mais à cause de l'une des plus retentissantes trahisons de la cour russe qui fit grand bruit dans la haute société. Son ascension fulgurante fut aussi soudaine et vertigineuse que sa chute. Mais, contrairement à d'autres favoris qui avaient perdu la faveur de l'impératrice à cause d'intrigues politiques ou de l'apparition de nouveaux prétendants à son cœur, il détruisit lui-même sa brillante carrière en violant grossièrement les règles tacites du favoritisme qui étaient strictement respectées à la cour. Au début de l'année 1789, Mamonov occupait une position solide à la cour. Il était généreusement comblé de faveurs, possédait de vastes domaines, recevait d'énormes revenus et portait formellement le haut grade militaire d'aide de camp général. Cependant, son statut reposait exclusivement sur la faveur personnelle de Catherine et n'avait aucun autre fondement. Il ne possédait aucune influence politique indépendante, n'avait aucun mérite militaire et n'avait pas constitué autour de lui un réseau d'alliés fidèles qui auraient pu le soutenir dans les moments difficiles. Les contemporains notaient que, ces derniers temps, il devenait de plus en plus froid et distant envers l'impératrice, manifestait de l'ennui en sa compagnie et laissait même transparaître une pointe d'indifférence dans sa communication avec elle. Contrairement à Grigori Potemkin, qui, même après avoir perdu son statut de favori, restait l'un des hommes les plus puissants de l'Empire, Mamonov n'utilisa absolument pas sa position élevée pour consolider son propre pouvoir et son influence.
Il le considérait exclusivement comme une source de confort personnel et de bien-être matériel, sans se soucier de l'avenir. Des rumeurs selon lesquelles il éprouvait des sentiments tendres pour l'une des dames d'honneur de Catherine, Daria Fyodorovna Shcherbatova, commencèrent à se répandre à la cour avant même que leur liaison ne devienne évidente et ne cesse d'être un secret pour leur entourage. Daria Shcherbatova était issue d'une noble famille aristocratique, ses ancêtres ayant occupé de hautes fonctions à la cour et bénéficiant d'une grande influence. Mais, contrairement à beaucoup d'autres dames de la cour, elle se distinguait par sa modestie, sa douceur de caractère, sa bonté sincère et sa fidélité à l'impératrice. Catherine l'appréciait beaucoup, la considérant comme l'une des femmes les plus intègres et honnêtes de son entourage, à qui l'on pouvait faire confiance. La liaison entre Mamonov et Shcherbatova devint tout à fait évidente pour leur entourage lorsqu'il commença à lui témoigner ouvertement des marques d'attention et à lui prodiguer toutes sortes de prévenances. Cela provoqua un véritable choc à la cour, car les favoris de l'impératrice ne pouvaient pas se permettre de telles libertés, surtout à l'égard des dames d'honneur. Ils bénéficiaient d'incroyables privilèges et richesses, mais en échange, on attendait d'eux une fidélité et une dévotion absolue à l'impératrice seule. Les rumeurs de leur liaison secrète parvinrent très rapidement à Catherine et elle apprit bientôt toute la vérité. Sa réaction à la trahison fut inattendue et surprit de nombreux courtisans. Au lieu de la fureur, de la colère et de la soif de vengeance, comme beaucoup s'y attendaient, elle agit tout à fait différemment. L'impératrice permit généreusement à Mamonov d'épouser Shcherbatova, mais à une condition stricte. Il devait quitter immédiatement la cour pour toujours et ne plus jamais se présenter en sa présence. Un tel acte de magnanimité et de noblesse était tout à fait atypique des cours européennes de cette époque, où la trahison de la faveur royale pouvait signifier l'exil en Sibérie, l'emprisonnement à vie dans une sombre prison, ou même la peine de mort par décapitation. Catherine, malgré l'insulte personnelle et la trahison, le raya simplement de sa vie comme s'il n'avait jamais existé. En 1789, Alexandre Dmitriev Mamonov et Daria Shcherbatova partirent en exil volontaire dans l'un de ces domaines éloignés, perdant à jamais toute leur influence, richesse et statut élevé à la cour. Resté loin de la vie de la capitale, Mamonov réalisa très vite l'erreur fatale qu'il avait commise en échangeant la faveur de l'impératrice contre un engouement passager. La vie luxueuse à la cour, l'attention constante de l'impératrice, les possibilités illimitées de s'épanouir, le pouvoir, la richesse et la gloire, tout cela disparut d'un seul coup, comme si cela n'avait jamais existé. Il se retrouva dans un coin perdu, dans son domaine, loin de la vie trépidante de la capitale et des intrigues de la cour, et tomba très vite dans un profond découragement et une profonde tristesse. Au début, il essaya de s'habituer à cette nouvelle vie, calme et paisible, mais les années passées dans le luxe et l'oisiveté ne l'avaient absolument pas préparé à une existence solitaire loin de la cour. Les contemporains rapportaient qu'avec le temps, son état ne faisait qu'empirer. Il souffrait d'une grave dépression, cessa de communiquer avec ses voisins et se mit à éviter la compagnie même de ses amis et parents les plus proches, puis sombra dans un profond désespoir religieux. Certaines sources historiques affirment qu'il commença même à considérer son exil comme une punition divine pour sa trahison et son ingratitude envers l'impératrice. Shcherbatova, qui lui était dévouée jusqu'au bout et l'aimait sincèrement, fit tout son possible pour le soutenir dans cette période difficile de sa vie et alléger quelque peu ses souffrances, mais malheureusement, ses efforts ne suffirent pas. Il mourut en 1823, plusieurs décennies après son exil infamant de Saint-Pétersbourg. Bien que sa vie se soit terminée loin de la cour et n'ait été marquée par aucun événement significatif, l'histoire de sa chute soudaine devint l'une des plus discutées et des plus instructives dans l'entourage de Catherine. Mamonov ne put jamais revenir à sa vie d'avant,
et son triste sort devint un rappel sévère que même les favoris, qui ont tout, peuvent du jour au lendemain perdre absolument tout à cause d'un seul faux pas, commis par leur propre stupidité. Platon Alexandrovitch Zubov entra dans la vie de l'impératrice Catherine II dans les dernières années de son long règne et devint son dernier favori, destiné à rester dans l'histoire. Son ascension inattendue symbolisa non seulement un changement dans les préférences personnelles de l'impératrice vieillissante, mais aussi une transformation profonde de l'institution même du favoritisme en Russie, qui perdait progressivement de son importance politique. Si, auparavant, les favoris de Catherine étaient des militaires et des hommes d'État éminents, tels que Grigori Orlov ou Grigori Potemkin, à la fin de sa vie, il se transformait plutôt en compagnon de cour, chargé d'égayer les loisirs de l'impératrice et de lui mettre de bonne humeur, plutôt que d'influencer le cours des affaires de l'État. Cependant, malgré l'absence totale de talents exceptionnels, Zubov réussit non seulement à rester auprès de Catherine, mais aussi à exercer une influence significative sur son entourage immédiat et sa politique, même si ce n'était pas toujours dans l'intérêt de l'État. Platon Zubov naquit en 1767 dans une famille de nobles peu fortunés. Sa famille n'appartenait pas aux clans aristocratiques les plus importants et les plus influents de Russie, mais il était issu d'un milieu militaire et ses ancêtres avaient servi fidèlement la patrie pendant de nombreuses années. Au moment de sa rencontre avec Catherine, il servait dans le régiment de la garde à cheval, traditionnellement considéré comme l'une des unités les plus prestigieuses de l'armée russe, où étaient admis les jeunes nobles ayant de bonnes relations et des perspectives d'avancement rapide dans la hiérarchie. Malgré l'absence de mérite militaire particulier, son apparence attrayante, ses manières affables et sa capacité à charmer son entourage jouèrent un rôle clé dans son destin ultérieur et contribuèrent à son ascension rapide à la cour. En 1790, alors que Catherine avait déjà plus de 60 ans, Zubov fut présenté à l'impératrice et devint très vite son nouveau favori, remplaçant le précédent qui avait perdu sa faveur. Sa jeunesse, son élégance, sa galanterie et son charme naturel firent forte impression sur Catherine, et elle se l'attacha rapidement, l'entourant de soins et d'attention. Après cela, sa carrière commença à évoluer à une vitesse fulgurante. En l'espace de quelques mois, il reçut d'immenses propriétés foncières, de généreuses donations en espèces, de hauts titres et de nombreux honneurs. En 1791, il devint aide de camp général, puis maître général de l'artillerie, et seulement 2 ans plus tard, général en chef, obtenant le plus haut grade militaire de l'armée russe. Cependant, contrairement aux favoris des années passées, ces hauts grades avaient un caractère plutôt décoratif et ne correspondaient pas à ses capacités réelles. Il ne manifestait absolument aucun intérêt pour le service militaire, ne participait pas à la conception de campagnes militaires et ne s'occupait pas des questions de renforcement des capacités de défense du pays. Malgré une absence totale d'expérience politique et de connaissances en matière d'administration publique, Zubov acquit très rapidement une influence considérable à la cour, jouissant d'une faveur particulière auprès de l'impératrice. Catherine le combla généreusement de diverses faveurs et de nombreuses nominations d'État importantes, ainsi que des questions financières, commencèrent à transiter par lui. Il devint de fait l'intermédiaire entre l'impératrice et ses ministres, et de nombreux courtisans et fonctionnaires cherchaient par tous les moyens à s'attirer ses faveurs afin de progresser dans leur carrière ou d'obtenir un contrat avantageux. Il acquit une influence particulièrement importante dans les questions financières et la distribution des revenus de l'État, ce qui lui permit, ainsi qu'à son entourage nombreux, de tirer un profit personnel considérable de sa position élevée. Les contemporains ont noté que nombre de ces décisions n'étaient pas dictées par les intérêts de l'État, mais exclusivement par les sympathies personnelles et les motivations intéressées du favori.
Mais c'est surtout pour sa prodigalité excessive et son insatiable soif de richesse que Zubov était critiqué à la cour. Catherine lui offrait généreusement des palais somptueux, des bijoux précieux, des sommes d'argent importantes, mais il dépensait tout cela avec une facilité déconcertante, organisant des bals fastueux, donnant des réceptions coûteuses et vivant dans un luxe inouï. Ses dépenses augmentaient d'année en année, et les courtisans murmuraient à voix basse au sujet de ses caprices, de son arrogance et de son impudence. Les diplomates étrangers en Russie rapportaient régulièrement à leur capitale que le dernier favori de l'impératrice se comportait davantage comme un despote oriental que comme un homme d'État soucieux des intérêts de son pays. Malgré une absence totale de mérite réel envers la patrie, Zubov tentait de participer activement à la politique étrangère, s'immisçant dans des questions qu'il ne comprenait absolument pas. En 1792, la Russie entama une nouvelle guerre avec l'Empire ottoman, et bien que la direction réelle des campagnes militaires fût assurée par des généraux expérimentés, Zubov fut nommé curateur de facto de la guerre, obtenant un pouvoir énorme sur l'armée et la marine. En 1794, il accompagna l'armée russe dans sa campagne en Perse, qui s'inscrivait dans le cadre d'une vaste stratégie géopolitique de la Russie dans la région, visant à renforcer son influence au Moyen-Orient. Bien qu'il n'ait pas participé directement au combat, son nom figurait constamment dans tous les documents officiels comme l'un des principaux organisateurs de cette campagne militaire. Cependant, son influence à la cour n'était en rien comparable à l'énorme rôle que Grigori Potemkine avait joué à l'apogée de sa puissance. Zubov n'avait ni allié fidèle, ni soutien militaire, ni poids politique indépendant qui lui permet de mener sa ligne sans tenir compte de l'opinion de l'impératrice. Toute sa puissance reposait exclusivement sur la faveur personnelle de Catherine, et il suffisait qu'elle se détournât de lui pour qu'il perdît tout instantanément. Contrairement à Potemkine, qui resta une figure politique influente même après la fin de sa relation personnelle avec l'impératrice, Zubov dépendait entièrement de sa faveur et ne représentait rien sans son soutien. Catherine elle-même, aveuglée par sa jeunesse et sa beauté, fermait obstinément les yeux sur tous ses nombreux défauts et ignorait les critiques de son entourage le plus proche, qui voyait parfaitement que Zubov abusait de sa position et ne pensait qu'à son propre enrichissement. Cependant, sa position à la cour s'avéra bien plus précaire et vulnérable qu'il n'aurait pu l'imaginer dans ses pires cauchemars. Dans la nuit du 6 novembre 1796, Catherine fut soudainement victime d'un grave accident vasculaire cérébral et mourut quelques heures plus tard, sans jamais reprendre conscience. Dès le lendemain matin, Platon Zubov fut chassé du palais dans la honte. Le nouvel empereur Paul Ier, qui avait toute sa vie détesté les favoris de sa mère et les considérait comme le principal mal de la Russie, le démit immédiatement de toutes ses fonctions, confisqua tous ses biens et l'envoya en exil dans son domaine lointain. C'est ainsi que se termina de façon ignominieuse et inattendue la carrière du dernier favori de Catherine II. Son ascension fulgurante et sa chute rapide devinrent une sorte de symbole de la façon dont l'institution du favoritisme avait évolué en Russie à la fin du règne de Catherine. Si, autrefois, les favoris pouvaient jouer un rôle important dans la gestion de cet immense pays, à la fin du règne de Catherine, ils se transformèrent de plus en plus en courtisans, dont l'influence se limitait exclusivement aux relations personnelles avec l'impératrice et ne s'étendait pas au-delà des murs du palais. Zubov, qui avait obtenu le pouvoir uniquement grâce à sa beauté et à sa jeunesse, ne parvint pas à laisser une trace notable dans l'histoire de la Russie en tant que politicien, réformateur ou chef militaire talentueux. Il fut le dernier homme à se tenir près du trône de Catherine, mais au moment de sa mort, il perdit tout ce qu'il possédait et fut réduit à néant. Platon Zubov, le dernier favori de l'impératrice Catherine II, resta à ses côtés jusqu'à sa mort, et son nom est indissolublement lié aux derniers jours de sa vie, enveloppé de mystères et de rumeurs.
Bien que la version officielle affirme que l'impératrice est décédée d'un accident vasculaire cérébral, sa mort soudaine a suscité de nombreuses rumeurs et suspicions de mort violente qui continuent d'agiter les esprits des historiens et des passionnés d'histoire. Les complots, les intrigues et la lutte acharnée pour le pouvoir à la cour russe ont toujours fait partie intégrante de la vie politique du pays, et la mort de Catherine survint à un moment où trop de personnes attendaient avec impatience son départ pour commencer la lutte pour le trône. Le principal bénéficiaire de sa mort fut son fils Paul Ier, qu'elle n'aimait pas et qu'elle aurait, selon les rumeurs, l'intention de priver de son droit légitime au trône au profit de son petit-fils préféré, Alexandre. Dans les dernières années de la vie de l'impératrice, son entourage le plus proche devint de plus en plus fermé et restreint, et son état de santé se détériora progressivement. Malgré son activité et son énergie apparente, Catherine souffrait de crises de vertige et d'essoufflement de plus en plus fréquentes, ce qui pouvait témoigner de problèmes vasculaires précurseurs d'un accident vasculaire cérébral. Néanmoins, il n'y avait aucun signe sérieux de mort imminente, et rien ne laissait présager une fin prochaine. Elle continua à s'occuper activement des affaires de l'État, discuta avec ses proches des campagnes militaires contre l'Empire ottoman et la Perse, prépara de nouveaux décrets et fit des projets d'avenir. Le 5 novembre 1796, la journée se déroula au rythme habituel et intense de l'impératrice. Catherine lut les rapports des ministres, discuta des questions courantes avec Zouboff, reçut des ambassadeurs étrangers et accorda des audiences aux courtisans. Le soir, au palais d'hiver, régnait l'atmosphère animée et festive habituelle à cette époque, mais des conversations inquiètes et des pressentiments vagues circulaient déjà parmi les proches. Paul, qui avait vécu de longues années dans l'attente de son tour au trône et se sentait privé de l'attention de sa mère, renforçait progressivement son influence à la cour, ralliant à sa cause ceux qui étaient mécontents de la politique de l'impératrice. De nombreux aristocrates, mécontents du fait que Catherine tardait trop à transmettre le pouvoir ou au moins à désigner officiellement un héritier au trône, commencèrent à envisager de plus en plus des changements rapides dans le pays. Parmi les favoris, qui comprenaient parfaitement que leur destin dépendait directement de la faveur personnelle de l'impératrice vieillissante, la tension était particulièrement forte, car ils savaient qu'à sa mort, leur influence et leur richesse disparaîtraient instantanément. Zouboff, qui avait amassé à ce moment-là des richesses incommensurables et atteint un statut élevé dans la société, ressentait également une angoisse croissante et une vague inquiétude. Il comprenait parfaitement qu'il ne disposait ni d'une force militaire réelle, ni de vastes réseaux politiques qui pourraient le protéger en cas de changement soudain de pouvoir, et son avenir lui semblait très flou et incertain. Le lendemain matin, 6 novembre, Catherine se réveilla comme d'habitude tôt et se rendit dans sa salle de toilette pour se faire belle, mais quelque temps plus tard, elle fut découverte allongée sur le sol, inconsciente, ce qui provoqua une véritable panique parmi ses proches. Elle fut immédiatement transportée dans sa chambre à coucher, où furent réunis les meilleurs médecins de tout Saint-Pétersbourg, mais malheureusement, ils se révélèrent impuissants et ne purent pas l'aider. L'impératrice ne reprit pas conscience et mourut quelques heures plus tard, laissant derrière elle de nombreuses questions non résolues et des mystères. À ce moment-là, le palais fut le théâtre d'une véritable agitation et d'une course effrénée, chaque courtisan s'efforçant d'occuper une position plus avantageuse dans la nouvelle réalité politique. Paul se rendit immédiatement au palais d'hiver pour prendre les rênes du pays et empêcher toute surprise, et Zouboff, qui le matin encore était l'une des personnes les plus puissantes et influentes de l'Empire, se retrouva bientôt écarté du centre des événements et perdit tout pouvoir. Les circonstances mystérieuses et tragiques de sa mort ont donné naissance à une multitude de rumeurs, de spéculations et de théories du complot de toutes sortes. Certains affirmaient que l'accident vasculaire cérébral était une conséquence naturelle de l'âge avancé et d'une vie intense, pleine de stress et de tourments.
D'autres estimaient que sa mort avait pu être accélérée et être de nature violente. Ceux qui soupçonnaient un complot attiraient l'attention sur la rapidité inhabituelle avec laquelle Paul avait pris le pouvoir, ainsi que sur l'élimination précipitée de Zuboff et des autres favoris de la défunte impératrice, ce qui semblait très suspect. Parmi les participants possibles au complot, on citait à la fois les partisans les plus dévoués de Paul et les personnes de l'entourage le plus proche de Catherine, qui pouvaient craindre ses nouvelles décisions politiques et cherchaient par tous les moyens à empêcher d'éventuels changements. Paul ne cachait plus depuis longtemps son attitude négative envers les favoris de sa mère, en particulier Zuboff, qu'il considérait comme l'un des principaux symboles de la décadence et de la déliquescence de son règne, plongé dans le luxe et l'immoralité. Platon Zuboff se retrouva dans une position extrêmement difficile et ambiguë. D'une part, il se trouvait aux côtés de l'impératrice dans les tout derniers jours de sa vie et pouvait être au courant d'un complot ourdi contre elle. Son éviction immédiate du palais après sa mort, en revanche, semblait trop précipitée et suspecte, suggérant qu'il en savait trop, ou qu'il faisait partie de ceux que les nouvelles autorités voulaient éliminer en premier pour effacer les traces. Les contemporains écrivaient qu'à ce moment-là, il paraissait totalement abasourdi et accablé, comme s'il ne s'attendait pas à une fin aussi abrupte et déshonorante de sa brillante carrière à la cour. S'il était au courant d'un possible complot, il n'avait visiblement pas prévu à quelle vitesse son influence et sa richesse se réduiraient à néant. Les historiens débattent encore aujourd'hui pour savoir si les soupçons de complot étaient justifiés et s'ils reposaient sur des bases réelles. Il n'existe toujours pas de preuves directes et irréfutables que Catherine ait été empoisonnée ou que sa mort ait été intentionnellement accélérée. Et il est fort probable que la vérité reste à jamais enfouie dans les annales de l'histoire. La vie à la cour de l'impératrice Catherine II était faite non seulement de faste, de luxe et de fêtes sans fin, mais aussi de luttes cachées pour l'influence, où les favoris jouaient un rôle clé, déterminant le cours politique du pays. Leur position à la cour ne se limitait pas à celle de simples compagnons de l'impératrice. Ils avaient un accès direct aux décisions importantes concernant les affaires de l'État, à la gestion des finances et, dans certains cas, à la direction des campagnes militaires. Cependant, la voie du favoritisme était extrêmement complexe et ardue, accompagnée de constantes intrigues, de luttes en coulisses et d'entrelacs complexes de la politique de cour, dans laquelle il fallait savoir se repérer et survivre. Les favoris de Catherine n'apparaissaient pas à la cour par hasard, et leur ascension était le résultat d'une politique délibérée de l'impératrice. Contrairement à certains monarques européens qui pouvaient choisir leurs amants uniquement sur la base de leur apparence physique et de leurs préférences personnelles, Catherine préférait les hommes qui pouvaient non seulement la divertir et agrémenter ses loisirs, mais aussi être utiles à l'État, en manifestant leurs talents dans divers domaines. Elle appréciait beaucoup l'intelligence, le charisme, l'éducation et la perspicacité politique. Ainsi, Grigori Orlov, l'un de ses tout premiers favoris, n'était pas seulement l'amant de l'impératrice, mais aussi un acteur clé du coup d'État de l'an 1762 qui a porté Catherine au pouvoir et a fait d'elle la souveraine autocrate d'un immense empire. Grigori Potemkine, peut-être le seul favori qui devint son véritable co-dirigeant et exerça une énorme influence sur tous les aspects de la vie de l'État. Non seulement inspira l'impératrice par ses idées et ses conseils, mais supervisa personnellement l'annexion de la Crimée à la Russie et s'occupa du développement actif des territoires du sud du pays, les transformant en une région prospère. Les prétendants au rôle de favoris de Catherine provenaient principalement des rangs des officiers de la garde. Les régiments de la garde Leib, Preobrazhensky et Semyonovski, ainsi que la garde à cheval, servaient de réserve de personnel à partir de laquelle l'impératrice choisissait ses proches, les élevant au plus haut rang de l'État.
Les jeunes nobles issus de ces unités militaires d'élite cherchaient par tous les moyens à attirer l'attention de l'impératrice, espérant faire une brillante carrière à la cour, mais leurs chances d'obtenir sa faveur ne dépendaient pas seulement de leur attrait physique ou de leur prouesse militaire, mais aussi de nombreux autres facteurs. Les intrigues de cour et le soutien de groupements politiques influents, intéressés à promouvoir tel ou tel candidat au rôle de favori, jouaient un rôle important dans ce processus complexe. Les dames de cour, les demoiselles d'honneur et même les ambassadeurs étrangers pouvaient activement promouvoir leurs protégés, comptant sur le fait qu'en cas d'élévation, ils n'oublieraient pas l'aide qui lui avait été apportée. Ainsi, dans le cas de Stanislas Poniatowski, futur roi de Pologne, l'ambassadeur anglais Charles Williams a joué un rôle important dans son ascension, en favorisant habilement son rapprochement avec Catherine avant même son accession au trône, en le promouvant comme son protégé. Poniatowski est devenu le favori de l'impératrice non seulement grâce à son charme personnel, son éducation et ses manières agréables, mais aussi dans le cadre d'une stratégie diplomatique britannique soigneusement élaborée, visant à renforcer l'influence de l'Angleterre en Russie et en Pologne. Cependant, la lutte pour une place aux côtés de l'impératrice ne se limitait pas à une simple compétition entre jeunes officiers de la garde, désireux de faire une brillante carrière. À l'intérieur du palais existait un système d'intrigues complexe et embrouillé, dans lequel les demoiselles d'honneur et les dames de cour jouaient un rôle clé, exerçant une énorme influence sur le destin des favoris. Elles pouvaient activement soutenir certains candidats et éliminer impitoyablement les autres, en se guidant sur leurs propres intérêts et leurs sympathies personnelles. L'un des exemples frappants de ces intrigues de cour est le cas d'Alexandre Dmitriev Mamonov, favori de Catherine dans les années 1786 à 1789. Lorsqu'il tomba follement amoureux de l'une des demoiselles d'honneur de l'impératrice, Daria Fyodorovna Shcherbatova, les dames de cour malveillantes s'empressèrent de le rapporter à Catherine, espérant ainsi se débarrasser d'un favori devenu ennuyeux. L'impératrice, apprenant cette infidélité, le retira d'abord de la cour, puis l'envoya en exil honorable dans son domaine éloigné, le privant de tous ses titres et de ses richesses. Certaines demoiselles d'honneur ne se contentaient pas de participer à des intrigues, mais influaient activement sur le destin des favoris, décidant qui devait vivre et qui devait mourir politiquement. Ainsi, Maria Savichna Perekusikina, qui jouissait d'une faveur particulière auprès de Catherine, avait la réputation d'être une femme capable de ruiner quiconque ne lui plaisait pas, en répandant à son sujet des rumeurs et des commérages malveillants. Les dénonciations, les calomnies et parfois même les accusations directes de trahison à l'État, qui pouvaient coûter au favori non seulement sa carrière, mais aussi sa vie, transitaient par elle. Dans le même temps, d'autres demoiselles d'honneur, au contraire, promouvaient activement leurs protégés, espérant que le nouveau favori, s'élevant grâce à leur aide, leur assurerait influence et soutien à la cour. Même devenu le favori de l'impératrice et ayant atteint les sommets du pouvoir, un homme ne pouvait pas se sentir totalement en sécurité et être sûr de son avenir. La moindre erreur, un mot malheureux ou un acte imprudent pouvait entraîner sa chute immédiate et son expulsion ignominieuse du palais. C'est ce qui est arrivé à Platon Zoubov, le dernier favori de Catherine, dont le destin s'est avéré triste et instructif. Après sa mort subite, il fut immédiatement expulsé du palais, et le nouvel empereur Paul Ier, qui nourrissait une haine envers les favoris de sa mère, le priva de tous ses titres, rangs, privilèges et richesses incalculables, et l'envoya en exil. Ainsi, les favoris de Catherine n'étaient pas seulement les amants et les compagnons temporaires de l'impératrice, mais aussi des figures clés dans un jeu politique complexe et embrouillé qui se déroulait à la cour. Leur ascension dépendait non seulement de leur capacité personnelle et de leur charme naturel, mais aussi de leur capacité à naviguer habilement au milieu des intrigues de cour, à reconnaître à temps les machinations des envieux
et à éviter les pièges tendus par leurs nombreux rivaux qui rêvaient de prendre leur place auprès du trône. Dans ce monde cruel et hypocrite, plein de faste, de luxe et de permissivité, chaque faux pas pouvait être le dernier et conduire à un effondrement total.